Bonjour tout le monde, on va commencer notre activité, puis je vais commencer à tout seigneur, tout honneur, à la municipalité hôtesse, à Marie-Lou, de venir nous faire un petit mot, conseillère à Normandin. M'associer avec hôtesse. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. La ville de Normandin se soucie de plus en plus de l'impact des changements climatiques dans notre milieu. Nous avons dû faire face à de fortes pluies en septembre 2018 qui ont causé beaucoup de dommages dans plusieurs rues et la prise de conscience a été rude. Pour ceux de Normandin qui s'en souviennent, c'est un moment un peu catastrophique. Depuis, nous avons posé différentes actions, comme l'implantation de politiques telles que la planification stratégique qui a pour premier axe de s'adapter de façon préventive au changement climatique. Le plan de développement pour une communauté nourricière a aussi été mis en place. L'analyse de nos îlots de chaleur et la planification d'amélioration en espace plus vert. On est dans des projets comme ça, on les analyse et on espère les rendre à court, moyen terme le plus rapidement possible. Bref, vous voyez que les changements climatiques ne sont jamais bien loin de nos réflexions en tant qu'élus. La présence de M. Sergio Rossi aujourd'hui pour aborder un sujet qui ne peut nous laisser indifférents et providentiel, la providence ayant probablement pour visage la MRC Maria Chapdelaine. Alors, bienvenue chez nous, M. Rossi, et bonne conférence à tous. Je ne suis pas dessus de jouer le rôle de maître de cérémonie, là, mais notre conseillère de communication nous a laissé tomber. Donc, c'est moi qui vais le faire. C'est pour ça que j'ai introduit Marie-Lou. Mais là, je suis là vraiment comme préfet de la MRC. Moi, je suis vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui, de voir la belle diversité. Puis, écoute, c'est quand même plein, là. C'est vraiment une activité, nous autres, qui nous tient à cœur. Le mois de l'Arbre, on organise toujours une conférence qui est en lien avec une thématique qui touche la forêt. On a parlé de la régénération de nos forêts de pin gris sur terre publique intramunicipale. On a parlé des feux de forêt l'année passée, plus particulièrement, là, compte tenu des situations qu'on avait vécues en 2023. Donc, c'est vraiment pour nous autres une activité qu'on aime organiser, puis on est vraiment satisfait de voir que les gens répondent. On a des élus, bienvenue mesdames. On a même nos voisins qui sont venus nous voir, Yannick, bienvenue, merci d'être là, c'est vraiment agréable. On a notre équipe qui est là, on a même des étudiants, on a des citoyens, on a des équipes mobilisées là, de la Société de gestion environnementale, d'AGIR, de la CAFEN, donc on a des gens de partout, c'est vraiment agréable de vous recevoir. Pour nous, la forêt, ben, c'est notre ADN, la MRC. Vous savez, c'est l'agriculture, c'est la forêt qui nous fait vivre. On est vraiment axé sur les ressources naturelles. Les premiers arrivants sont venus pour ces raisons-là, pour exploiter ces ressources-là. Puis pour nous, la MRC plus particulièrement, on a aussi la gestion des terres publiques intramunicipales. Donc, on s'occupe depuis quand même très longtemps. Depuis le milieu des années 90, on a fêté nos 25 ans il n'y a pas bien longtemps. Donc, des forêts bien particulières, constituées de pin gris. On a déjà 5 millions d'arbres de plantés. On a atteint ce niveau-là en 2023. Pour la superficie qu'on a, c'est quand même assez impressionnant. Là, on plante environ 300 000 arbres par année. Donc, ce n'est pas des immenses territoires, mais je pense qu'on fait quand même une belle foresterie là, sur ces territoires-là. Concernant les changements climatiques, on a adopté notre PAFIT dans les jargons techniques. Donc, c'est un peu une planification sur 5 ans de où on veut aller avec l'aménagement de nos territoires. Et dans cette planification-là, on a amené le mot un peu là, de migration assistée, un peu cette volonté de commencer à reboiser des essences d'arbres qu'on ne retrouve pas nécessairement sur nos territoires actuellement. Mais on le voit au niveau agricole, on cultive des espèces qu'on n'avait pas auparavant, on voit les espèces animales migrer vers le nord. On a toujours dit que les arbres, il n'y avait pas de pattes pour migrer, il fallait des fois lui donner un petit coup de pouce parce que si on attend une génération qu'il y ait des semenciers, on va attendre des centaines d'années, puis il va peut-être être trop tard. Donc, il faut déjà commencer à s'en préoccuper. C'est pour ça qu'on amène beaucoup d'espèces feuillues. On a de l'ostrier, on a du chêne, on a aussi de l'érable qu'on va amener, du tilleul, du tuya. Donc, beaucoup d'espèces qui poussent quand même déjà bien ici, compte tenu des changements climatiques. Mais on veut amener là peut-être déjà une certaine proportion d'arbres sur nos territoires. On veut peut-être aussi amener un peu de la protection de nos résidences avec ces arbres-là quand on parle de feux de forêt, donc amener des espèces feuillues pour ralentir un peu les feux de forêt. Donc, il y a déjà une volonté de travailler dans cette direction-là, parce que dans la réalisation de nos PAFI, on l'a vu, là, les changements climatiques sont là, dans les consultations, des données qu'on a, on ne peut plus le nier, les données le prouvent, les données sont là. Donc, notre forêt du futur, il faut déjà commencer à la penser aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a amené ces notions-là de migration assistée dans tout ce qu'on fait dans l'aménagement de nos territoires. Puis, compte tenu qu'on n'a pas des immenses territoires,
qu'on peut être souple, on est capable d'amener déjà cette réflexion-là. Donc, c'est en droite ligne avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, pour nous, ben, comme on mentionnait, c'est important de faire des conférences, mais surtout d'avoir des conférenciers vraiment qui sont sur la coche. L'an dernier, on avait des gens de la Sopfeu pour venir nous parler des feux de forêt. Je pense que c'était bien à propos. Et aujourd'hui, on a un chercheur de l'UQAC pour venir nous parler de l'aménagement de la forêt et des changements climatiques. Donc, je vais laisser M. Rossi prendre la parole. Bienvenue, puis merci beaucoup d'être venu chez nous pour nous faire votre présentation. C'est très apprécié. À vous, M. Rossi. Je serai un petit peu en avant. Train Spotting. C'est un film de 1996 dans lequel il y a un groupe de jeunes au chômage qui se laissent, qui subissent la vie, qui attendent, qui regardent, qui se donnent à l'héroïne, à l'alcool. Donc, qui ne sont pas proactifs. C'est exactement ce qu'on ne s'attend pas de la foresterie, qui doit agir, modifier, adapter. Donc, étant donné que Gabriel, quand elle m'a invité, a dit que c'était une dîner-conférence, ben moi, j'ai préparé mon menu. Donc, on va voir comment entrer, à quoi s'attendre. Puis, on va voir un plat principal sur les outils qu'on peut utiliser dans la foresterie. Et enfin, comme dessert, ben, je vais vous proposer qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'UQAC avec les communautés de la région pour faire une réflexion qui est élargie. Donc, on va passer aux entrées. Ben, il faut commencer en sachant que la forêt, c'est un écosystème assez compliqué dans lequel il y a la partie environnement. Il y a des organismes qui habitent, qui vivent dans la forêt, donc tout ce qui a à faire avec la biodiversité. Puis il y a la société qui profite, qui vit dans ou à côté de la forêt. Et moi, avec mes observations à travers les pays, j'ai vu comment les caractéristiques de la forêt vont dessiner les caractéristiques des sociétés. La société au Québec n'est pas comme la société au Brésil ou en Chine, parce que les forêts sont différentes. Il y a aussi la partie économique, parce qu'on vit des forêts. Et puis, la forêt nous permet aussi de faire des avancements au niveau de la technologie. Donc, vous avez bien compris, il y a des chaînes qui sont toutes connectées. Si j'en bouge une, ben, les autres vont être affectés. Donc, c'est une ambiance, c'est un milieu dans lequel les éléments sont tous bien connectés. Quels sont les enjeux actuels au niveau de la forêt? Les changements environnementaux. Ben, on en a parlé, il y a des difficultés quelquefois à maintenir ou à assurer la santé de nos forêts. Il y a des perturbations naturelles qui, en forêt boréale, sont naturelles, qui se sont toujours arrivées, mais récemment, elles commencent à être de plus en plus fréquentes ou importantes. Ils ont des implications au niveau de l'offre ou de la demande de produits. Quand il y a une grosse perturbation aux États-Unis, ben, on doit allouer beaucoup de bois pour reconstruire les maisons. Ou quelquefois, ben, il y a des feux de forêt qui nous font perdre de la production. Ben, ce bois-là est perdu. Donc, on peut avoir des effets au niveau de la fluctuation des marchés. On a aussi des perceptions des citoyennes, parce que nos besoins changent dans le temps. Les citoyens ont des perceptions, des besoins particuliers.
qui font en sorte que, quelquefois, les orientations peuvent changer d'une décennie à l'autre. Il y a 15 ans, on faisait des réflexions sur le problème de l'enfeuillement de la forêt boréale, donc la présence des feuillus dans la forêt boréale qui pouvaient changer la communauté boréale. Bien, là, maintenant, on est en train de parler de mettre des feuillus pour éviter les feux. Ouais. 15 ans, et les choses ont complètement changé de bord. Gestion durable, bien, il faut penser qu'on doit protéger nos forêts envers des espèces exotiques, mais on vient d'en parler, bien, on pourrait penser de mettre de nouvelles espèces pour s'adapter. Donc là encore, ce sont des problèmes auxquels il faut discuter ensemble. Et enfin, bien, ce qui font les aménagistes, c'est de s'imaginer et de bâtir la forêt de demain. Parce que les plantes qu'on va planter aujourd'hui, bien, elles seront prêtes dans 50, 100 ans. Donc, c'est juste pour les nouvelles générations. En plus que, vous avez vu, c'est un écosystème complexe avec plein d'enjeux. Donc, il faut penser il faut avoir une approche holistique qui prend en considération tous les besoins de la biodiversité, de la population, de l'économie. Le climat est en train de changer. Je ne ferai pas un grand discours, mais je vais vous donner des éléments qu'on a observés ou qu'on s'attend pour les prochaines années. Au niveau des précipitations, on va avoir une augmentation des précipitations. Donc, on va avoir un petit peu plus de pluie qui va arriver ici au Québec, mais par contre, elle va surtout se passer pendant l'hiver, donc quand l'eau n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, on va avoir des étés dans lesquels il va y avoir des alternances de fortes pluies ou de sécheresses. Donc, les précipitations seront moins stables ou régulières pendant l'été. On commence déjà à les voir parce que souvent, en août, on a 2-3 semaines de grandes chaleurs. C'est très beau, on peut aller à la plage, mais par contre, bien, dans certaines zones, on commence à voir que les arbres commencent à être un petit peu affectés. Ils sont moins habitués à ces sécheresses-là, surtout quand ils sont dans des caps rocheux ou sous le sable. Okay? Il va y avoir plus de précipitations à l'hiver, mais s'il fait chaud, bien, les précipitations tombent sous forme de pluie. Donc, ce ne sera pas une accumulation de neige, qui est très importante, surtout ici, pour protéger les racines des arbres. Donc, la neige est fondamentale pour protéger les sols. Le sol ne va jamais en dessous de 0. Tandis que sur la route, en plein hiver, bien, vous pouvez avoir moins 20 degrés, mais pas dans un sol forestier parce qu'il est protégé par la neige. Au niveau des températures, vagues de chaleur pendant l'été, on a observé une réduction de 15 jours dans les périodes de grande froid en région et des saisons sans gel et des croissances agricoles qui se sont élargies de 1 mois. 1 mois. Ah, c'est pas vrai. Bien, regardez ce graphique-là. C'est pas très beau à voir, mais ce sont des mesures, des observations qui ont été prises par Yvon Gobeil, qui est un fermier qui habite pas loin de Chicoutimi et qui a pris en note la date d'ensemencement de la gourgane chez lui depuis 30 ans. Et si vous observez, bien, ici, il y a un axe qui correspond à la date du printemps. Donc, vous voyez, ça, c'était les dates d'ensemencement il y a 30 ans. Et comme vous voyez, les points sont de plus en plus, montent de plus en plus. Ça veut dire qu'ils arrivent de plus en plus tôt pendant le printemps. Et cette variation-là est de 1 mois. Donc, exactement qu'est-ce qu'ils prédisent les gros scientifiques. Donc, on peut voir déjà sur le terrain que ça correspond. Bien, comme je dis, il ne faut pas se laisser prendre par la vie, mais il faut faire quelque chose, agir.
Donc, l'idée, là, j'ai pris une image de M. Lacroix dans laquelle il avait identifié ou dessiné la forêt résiliente expérimentale. Donc, il faut penser à quelque chose pour protéger nos forêts ou adapter nos forêts à ces changements-là. L'entrée est terminée, on peut passer au plat principal. Oh, il y a plusieurs outils qui pourraient nous servir et je vous présente dans les prochaines diapositives donc, les différentes approches qui sont disponibles ou qui sont utilisées. Les premiers, c'est de nier. Les changements climatiques n'existent pas. Ce n'est pas une histoire aussi récente comme celle qui est aux États-Unis, mais vous voyez ici, plus ou moins il y a, donc 2015, donc il y a 10 ans, un sénateur à Washington est arrivé dans le Sénat avec une balle de neige. Pourquoi? Ben parce qu'à l'extérieur, à Washington, en février, il avait neigé. Donc, étant donné qu'il y avait de la neige, il voulait démontrer que les changements climatiques n'existaient pas, parce qu'il avait neigé. On connaît bien qu'il y a des grosses variations entre une année et l'autre. Donc, on le sait, on en a parlé. Il y a quelques années, il y a peu d'années, il a fait moins 30 pour 3 semaines en janvier. Donc, ce n'est pas parce qu'une fois il fait plus froid que les changements climatiques n'existent pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, mais c'est quelque chose qui arrive là, même en Amérique du Nord. Et ça, c'est assez grave. Il y a d'autres approches. L'autre approche, c'est de ne rien faire. Ben, écoute, je ne sais pas quoi faire, c'est mieux de ne pas toucher. Ça, c'est une autre approche possible et j'essaie de donner une explication. Parce que moi, je suis toujours pragmatique. Donc, on essaie de donner des explications scientifiques aux approches qui sont utilisées. Donc, je vous présente la variation de la température de la planète pendant les derniers, regardez, entre maintenant et il y a 800 000 ans. Donc, c'est une fenêtre temporelle qui est assez grande, mais ce n'est pas énorme, parce que la Terre a 5 milliards d'années. Donc, c'est juste une petite fenêtre temporelle, mais c'est quand même assez grande. Et vous regarderez la variation entre les millénaires ou les siècles, les variations qui vont plus ou moins entre moins 11 et, entre 11 et 15 degrés. Donc, ce sont des variations de 2, 3, 4 degrés, mais qui sont énormes. Parce qu'on parle de la température moyenne de toute la planète. Et vous voyez qu'il y a de grosses variations. Donc, en effet, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais dans la vie de la planète, il y a toujours eu des variations. Donc, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce sont des variations naturelles, celles qu'on a déjà observées. Il y a eu même des périodes, ici et ici, dans lesquelles la température était vraiment plus chaude. Mais vous observerez que là, on est dans une période plus chaude, on voit 3 périodes, tandis que dans le reste de ces 800 000 ans, ben, la température était toujours plus froide. Puis il y a une autre chose. Là, on voit des variations comme ça, mais on parle de siècles et des siècles. Donc, des choses qui se passent dans le long terme. Et c'est vrai, les arbres, les animaux ont toujours été capables de survivre à ces variations-là. Même pendant la glaciation, il y a 12 000 ans, ici, toute l'Amérique, la plupart de l'Amérique du Nord était couverte par de la glace qui pouvait atteindre 3 km, 3000 mètres. Ça veut dire qu'il dépassait complètement les monts Valin. Bon, les arbres se sont déplacés, puis ils sont revenus. Tout était normal. Oui, mais par contre, ce sont des choses qui ont pris des milliers d'années. Pourquoi ces choses-là arrivent naturellement? Bien, parce qu'il y a des activités volcaniques qui peuvent modifier le climat.
les développements de plantes qui peuvent séquestrer le carbone, la formation des chaînes de montagnes, la formation de l'Himalaya a bouleversé complètement la température de la planète, ou encore les changements dans l'orbite terrestre, qui fait en sorte qu'il y a des températures qui peuvent varier. Une autre approche, c'est de procrastiner. On observe et on attend encore un petit peu. Bah, attends encore, attends. Oui, ça c'est une autre approche. C'est bien. D'où est-ce qu'il vient cet aspect-là? Ben, c'est de dire, ben, c'est mieux d'avoir plus d'informations avant de toucher. Oui. Là, c'est encore la température, mais pour une période un petit peu plus courte. 2000 ans. Donc, et vous observerez, les températures ici sont toujours sous le bleu. Puis ici, ils commencent à monter. Ça, c'est la révolution industrielle. Et puis, vous voyez, ça monte, et ça monte d'une façon abrupte. Bien, cette variation-là est de l'ordre de quelques dizaines d'années. Un insecte, un maringouin, un microbe peut s'adapter parce que les microbes peuvent avoir plusieurs générations dans la même année. Même les insectes, les pucerons, les maringouins, ils font 8, 9 générations. Elles peuvent s'adapter. Mais une baleine, une tortue, un éléphant, un arbre, ben, quelques dizaines d'années pour un arbre, c'est rien. Il y a des arbres qui sont vieux 5000 ans. Ça, c'est 2000, 5000 à l'extérieur de la porte. Okay. Donc, ces arbres-là, ils ne se sont pas adaptés. C'est toujours le même individu qui est en train de subir des températures plus froides ou une forte augmentation de température. Donc, on travaille avec des organismes qui ne sont pas capables de s'adapter aussi rapidement. Une autre approche, c'est celui d'augmenter la résistance des peuplements. Bien là, on commence à voir une action, améliorer les défenses de la forêt contre les changements ou défendre directement la forêt contre les perturbations pour maintenir la forêt à l'état actuel. Donc, on a une forêt, on veut maintenir exactement cette forêt-là, cette structure, cette composition. Quels sont les outils? Bien, les outils sont d'aller chercher des bonnes sources de semences pour maintenir la forêt dans son état. Vous voyez ici, c'est un exemple d'une pessière. Bien, je veux maintenir la pessière. C'est très bien. Par contre, peut-être je ne maintiendrai pas les mêmes individus, la même population, mais je vais chercher, par exemple, des populations qui résistent mieux à la sécheresse. Ça va être toujours de l'épinette, mais c'est de l'épinette qui résiste de plus à certaines conditions, la sécheresse, les vagues de chaleur. Une autre approche, c'est d'augmenter la résilience de la forêt. Ça veut dire, comme action, c'est permettre un certain degré de changement pour encourager les retours dans un contexte de perturbation. Donc, faciliter les retours de la forêt à des conditions stables. Comment on fait? Quels sont les outils pour faire ça? Bien, c'est d'augmenter ou améliorer la diversité structurelle. C'est quoi? Bien, regardez l'image. Là, disons qu'on a encore une pessière. Peut-être il y a du pain là, mais bon. Mais vous voyez, il y a des arbres adultes. Et puis, bien, on a facilité la régénération de la forêt. On maintient aussi, on élève des jeunes qui pourraient, par exemple, prendre la place des arbres adultes dans un cas de mortalité. Donc, ça nous permet de revenir avec une forêt assez rapidement dans un cas de perturbation. Autre possibilité, c'est d'augmenter la composition, améliorer la composition de la forêt, modifier les espèces qui sont présentes. Plutôt qu'avoir une espèce, bien, je pourrais en avoir plusieurs. Donc, il y a des essences plus résistantes à la sécheresse, des essences qui sont plus résistantes
à l'humidité, au type de sol. On pourrait par exemple mélanger des conifères avec des feuillus, donc qui pourraient recoloniser rapidement les sites après une perturbation. Les dernières approches, c'est la transition. Donc, action, mener intentionnellement à un changement et permettre à l'écosystème de s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. Les mots rapides, je reprends ce que j'avais dit, les changements sont très rapides et les arbres ne le sont pas. Donc, il faut aider la forêt dans cette transition vers quelque chose de différent. Outil, c'est la migration assistée. Donc, essayez d'aider les espèces à se déplacer pour suivre la couche climatique qui se déplace. Regardez cet axe qui représente la distance parcourue et une méthode de transition, c'est celui de déplacer les populations d'un site à l'autre. Donc, regardez ici, les zones, les îlots sont les aires de répartition d'une espèce. Et puis, ce que je vais faire, je vais déplacer la même espèce au-dedans de son aire de répartition, mais en utilisant des populations différentes. Et je vous donne un exemple. Les épinettes noires ne sont pas toutes pareilles à travers la forêt boréale. L'épinette noire d'ici est différente de l'épinette noire qui se trouve à la baie James. C'est un petit peu comme nous, les humains ne sont pas tous pareils, n'ont pas toutes la même couleur de la peau. La couleur de la peau représente une adaptation à un climat particulier. Les épinettes sont adaptées à des climats particuliers, que ce soit plus au sud, ou plus au centre, ou plus au nord de la forêt boréale. Donc, je peux profiter de cette biodiversité pour m'adapter à des conditions particulières. Deuxième méthode de transition, c'est de déplacer l'essence, l'espèce, au-delà de son aire de répartition. Donc, je vais prendre le chêne, qui est localisé dans la zone de la capitale nationale, et puis je la plante ici, où il n'y avait pas de chêne dans le passé. Ça, c'est déplacer quelque chose à l'extérieur de son aire de répartition naturelle. Il y a une troisième méthode dans laquelle le déplacement est beaucoup plus important. C'est d'aller déplacer vraiment loin de son aire de répartition. Donc, ce n'est pas juste de le déplacer de quelques kilomètres, mais c'est de le déplacer, par exemple, d'un continent à l'autre. Peut-être que vous connaissez l'épinette de Norvège. Elle est présente dans la région. Elle ne s'est pas rendue toute seule et en connaissant les noms, elle ne vient pas d'ici. Donc, c'est une espèce qui se trouve partout en Europe, dans les zones plus continentales. On l'a amenée ici parce que c'est une espèce qui a un fort degré de croissance, vigueur, mais par contre ne s'adapte pas bien dans les zones plus trop au nord. Les pins sylvestres, c'est un pin qui a une écorce rougeâtre dans la partie supérieure. Encore, il ne vient pas d'ici, c'est Scots pine, donc il vient encore de l'Europe, il s'étale jusqu'à la Sibérie, mais on l'a amené ici. Donc, ça, c'est une migration assistée qu'on a déjà faite, donc il n'y a rien de nouveau. Pourquoi faut-il faire l'effort? Parce que les plantes, comme ils ont fait pendant les glaciations, se sont déjà déplacées toutes seules. Oui, mais par contre, les glaciations ont eu lieu, la dernière glaciation a terminé il y a 12 000 ans. Donc, ça a pris plusieurs milliers d'années avant que la forêt boréale revienne en région ou dans la partie plus nordique. Pourquoi? Parce que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. La graine, on ne parle pas d'une glande de chêne parce que la glande du chêne tombe, mais la graine d'un sapin
ben, elle va tomber à quelques dizaines de mètres de l'arbre. Ici, vous voyez la distribution de la distance. Là, on est entre 0 et 50 mètres. 50 mètres, ce n'est pas très loin. Hein? Puis, quand elle tombe la graine là-bas, il faut que la plantule commence à pousser. Il faut qu'elle devienne adulte. Ça prend 10, 15, quelquefois 30 ans. Puis après, elle va faire une autre sémence qui va envoyer encore à 50 mètres. Bien, ça veut dire que les déplacements vont être de 50 mètres à chaque quelques dizaines d'années. Donc, ce n'est pas assez rapide pour déplacer les espèces. Donc, il faut les aider un petit peu. Je vous ai présenté les 6 stratégies, résistance, résilience, nier, à part nier, que ce n'est pas vraiment une bonne approche, procrastiner, attendre, les 6 stratégies ne sont pas mutuellement exclusives. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre une méthode. Je suis là pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de disponible et il faut penser que quand on fait de l'aménagement, il faut tout utiliser. Donc, quelquefois, on pourrait se dire, ici, je ne fais rien et j'attends. Ben, c'est un bon choix quelquefois, parce que si on n'a pas assez d'informations, on peut attendre. Il y a d'autres cas dans lesquels on peut se dire, ben là, c'est mieux d'essayer. Donc, tout ce que je vous ai expliqué vaut la peine d'être utilisé. Elles peuvent être combinées dans de nombreuses permutations. Dans un système avec plusieurs sites, ben, moi, je peux profiter de toutes les approches selon ce qui est plus valable pour les conditions locales. Pourquoi on en parle ici? Pourquoi j'ai commencé à travailler sur le sujet ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, pour vous expliquer, il faut que je vous explique les graphiques. Les graphiques qui correspondent à une aire de répartition ou de distribution d'une espèce. Là, on a un oiseau, mais ça vaut aussi pour une épinette. Il y a plusieurs couleurs. La couleur la plus foncée correspond à une population qui est plus importante, beaucoup plus d'individus. La couleur plus pâle correspond à une population qui est plus restreinte, moins d'individus. Donc, vous observerez que normalement, les individus sont concentrés dans la partie centrale de l'aire de répartition et pas dans la bordure. Et ça, c'est normal parce qu'ici, toutes les conditions favorables pour l'espèce sont atteintes. Tandis qu'à la bordure, ben, les conditions peuvent être un petit peu plus difficiles. Donc, il y a moins d'individus qui sont capables de résister. Regardez maintenant la même aire de répartition, mais avec des couleurs qui représentent les coefficients de variation. Ça veut dire la variation annuelle de la population, la variation entre une année et l'autre. Les couleurs les plus foncées correspondent à une population plus stable, moins de variation. Ça veut dire que le nombre d'individus est plus ou moins toujours le même d'une année à l'autre. Tandis qu'à l'extérieur, il y a des énormes variations. La population peut exploser ou peut aller presque à l'extinction. Mais pourquoi? Parce que, étant donné que ces populations-là qui vivent à la bordure se trouvent à la limite de leurs conditions, si les conditions sont un petit peu moins bonnes, ben, les individus ne seront pas capables de survivre, donc ils vont mourir, la population se réduit. Mais si les conditions s'améliorent un petit peu, ben, ces individus-là peuvent en profiter. Et c'est là qu'on a des explosions de population. Donc, on a des énormes variations. Regardez où est-ce qu'on se trouve. Donc, nous, on se trouve ici, et toutes les couleurs représentent la variation entre les différents milieux végétation, milieux forestiers. Donc, vous observerez que dans la région, on est dans une vallée qui a un climat particulier, et dès qu'on sort, ben, on se trouve dans des conditions de végétation complètement différentes. Donc, on est dans les milieux des passages, qui s'appellent écotones, entre la forêt mélangée, qui devient forêt mixte, et la forêt boréale. On est vraiment à la bordure
c'est où les choses peuvent devenir dramatiques ou s'améliorer. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de se focaliser ici dans la région, parce que c'est là qu'on peut comprendre ce qui se passe et on peut s'adapter rapidement. On a parlé de migration, de transition, mais est-ce que tout est beau? Ben, oui et non. On peut avoir un impact écologique parce que là, on peut amener des espèces qui sont un petit peu exotiques. Ben, ils habitent un petit peu plus loin, mais c'est quand même des nouvelles espèces pour l'écologie du site. Il faut s'assurer que ces plantes-là soient capables de survivre dès leur plantation, parce que moi, je peux amener quelque chose pour m'adapter aux changements climatiques qui arriveront dans 100 ans, mais là, il faut que la plante soit capable de survivre aujourd'hui, demain, et puis passer les premières années. Les arbres sont des holobiontes. Ça, c'est un mot difficile. Quand on parle d'un arbre, ce n'est pas seulement l'arbre qu'il faut regarder, c'est tout l'environnement qui amène avec lui les oiseaux, les insectes, les animaux qui se nourrissent sur cet arbre-là, les champignons qui vivent dans les sols. Donc, ce n'est pas seulement un individu, c'est un ensemble d'individus. C'est ça, l'holobionte. Donc, quand il faut penser à déplacer l'espèce, il faut penser qu'il y a d'autres choses qui se déplacent avec ou qui vont arriver. Il faut penser à l'aménagement à long terme. Donc, c'est inutile de penser maintenant. Il faut savoir qu'on est en train de bâtir la forêt de demain. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans 50 ans? Et enfin, ce n'est pas parce que c'est le dernier qui est moins important, c'est qu'il faut s'assurer que la population accepte ce changement-là. C'est inutile qu'on fasse quelque chose sans avoir un consensus, une acceptation de tout le monde, parce qu'on le fait pour la population, on ne le fait pas pour nous. Il y a toujours la possibilité de rien faire, oui, mais ne rien faire pourrait être pire que de se tromper. Donc, c'est mieux essayer et se tromper plutôt qu'attendre et regarder comme dans le train spotting. On a terminé le plat principal. On arrive à la dernière sujet, les desserts. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, notre projet s'appelle DREAM. DREAM, c'est un acronyme qui dit Desired Regeneration Through Assisted Migration. Donc, ce projet-là, les mots traduits, c'est une version 2.0 parce qu'on a déjà eu une première phase. Là, maintenant, on est passé à la deuxième phase. C'est la réalisation d'un réseau expérimental intégré pour évaluer la mise en œuvre de la migration assistée des essences forestières. Mise en œuvre, on essaye. On arrête de penser, on essaye quelque chose, on agit. Je vous donne quelques chiffres sur le projet. C'est un projet qui a commencé en juillet 2024, mais en effet, la réflexion, ça a été beaucoup plus long parce qu'elle a pris plus qu'une année dans laquelle on a mis en place les choses, on a commencé à faire nos plans. Le projet durera pour 5 ans. Il y a 2 universités qui sont impliquées, 9 chercheurs, 13 collaborateurs, 16 partenaires, et on a un budget de plus que 3 millions de dollars. Pour faire toutes ces choses, ça prend de l'argent. Donc, on a été capable d'aller les chercher. Ou il y a quelqu'un qui était très gentil pour nous les donner. Il faut penser en grande, donc c'est ce qu'on a fait. Il y a plusieurs sites d'études et il y en a une partie dans le nord des États-Unis. Combien ils vont durer ces sites-là? Je ne sais pas, parce que une des chercheurs qui était impliquée dans les projets, qui travaillait aux États-Unis, a été mise à la porte.
Donc, lui, il travaillait sur l'adaptation au changement climatique. Son poste a été coupé tout de suite. Donc, Vos deux universités, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi, puis l'autre? Laval, l'Université Laval. C'est aux États-Unis. Non, aux États-Unis, c'est une autre affaire. Par chance. Sinon, ça serait une seulement. Puis, ici au Québec, là, pour le moment, au Québec, on va tenir nos places et nos sites. Donc, on a 2 sites entre Québec et Shawinigan, plus ou moins, au nord de Trois-Rivières, qui sont déjà en place, plantés. Un site à la forêt Simon-Couche. Forêt Simon-Couche, c'est la forêt d'enseignement et de recherche de l'UQAC, qui est au début de Laurentide pour aller vers Québec. C'est notre site. Donc, nous, on a identifié un site, on a fait une plantation que je vous montrerai. La plantation a été réalisée l'année passée, donc à l'automne, elle était prête. La dernière qu'on est en train de faire maintenant, c'est la forêt Montmorency, donc la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Ils commencent à travailler maintenant pour terminer le site à l'automne. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet-là? On va avoir trois niveaux d'études. Le premier, c'est au niveau du plan, au niveau de l'arbre. Et comme outil, c'est l'écophysiologie. On essaye de comprendre la tolérance et la résistance des espèces. Comme je vous ai dit, moi, je peux planter une nouvelle espèce ici, mais il faut que je m'assure que cette espèce-là soit capable de résister aux conditions actuelles et pas seulement à celles qu'il y aura dans 50 ans. La deuxième couche, c'est un peu plus large, c'est au niveau du peuplement. Donc, on va essayer de tester des pratiques sylviculturelles de différentes coupes aux différents types de plantations pour comprendre comment mettre en place un projet de migration assistée. Et enfin, un autre niveau à la grandeur du paysage. Parce que moi, je peux penser à un site, mais là, il faut penser à un aménagement d'une région entière. Essayer de comprendre comment mettre en place la migration pour que ça soit durable. Moi, je peux planter du chêne dans un site. Mais dans 50 ans, c'est où l'entreprise qui sera capable d'utiliser un peuplement de chêne? Donc, ça prend un réseau de plantations pour avoir des entreprises qui peuvent s'occuper ou être intéressées d'avoir mon produit. Donc, il faut les penser plus large que juste planter des arbres. Donc, c'est le but de ce niveau-là, au niveau du paysage. Essayer de le voir en grand et en réseau. Donc, comme je dis, il y a les 3 niveaux. Au niveau de la plante, on va vérifier la résistance et la vigueur, me manque les mots. La capacité des arbres de performer dans de nouvelles conditions. Et j'ai inclus aussi la reproduction. On ne s'attend pas de devoir à chaque fois planter des arbres, mais on pourrait vérifier si ces arbres-là, ces essences qui ont été plantées au-delà de leur site naturel, s'ils sont capables de produire des graines pour se régénérer d'une façon autonome. Sinon, on sera toujours là en train de planter, de suivre les plantations. Puis, il y a l'autre aspect au niveau du peuplement, dans lequel on travaille sur le succès des plantations. Est-ce qu'on sera capable d'avoir des plantations qui vont arriver jusqu'à la fin de leur cycle de vie? On va travailler sur les traitements sylvicoles, la compétition, parce que là, il y a des essences qui ne sont pas habituées aux autres espèces locales. Donc, est-ce qu'ils seront capables de survivre et de faire de la compétition? On va travailler aussi sur la faune. Moi, je peux planter une chêne, mais si demain, il y a un chevreuil qui vient me manger les feuilles, je n'aurai jamais une chêne. Donc, quelle est la relation entre les espèces locales, donc la petite et la grande faune? Et enfin, au niveau du paysage, comme je vous ai dit, essayez de les penser plus grandes pour voir si on peut mettre en place quelque chose qui est durable au niveau économique et écologique dans le temps. Quand
un tel projet m'a été proposé. Moi, j'ai donné une condition. Je le fais seulement si la région sera impliquée. Sinon, je ne le fais pas. Ils m'ont dit oui. Parce que je voulais que ce ne soit pas seulement un projet de l'UQAC, il fallait que ce soit un projet de la région, parce que comme je vous ai dit, j'y crois que ça, c'est la bonne place pour tester, valider, essayer, réaliser la migration assistée. Donc, il y a une série de partenaires qui vont, de ceux qui s'occupent de la grande stratégie d'aménagement, donc le ministère des Forêts, il y a le USDA, c'est ce qui correspond au ministère des Forêts, mais aux États-Unis. Et il y a aussi l'Office national des forêts français. Parce qu'en France, la migration assistée est déjà une réalité. Donc, tant qu'à faire, on peut déjà voir qu'est-ce qu'ils font et essayer de se parler. Autre groupe de partenaires, ce sont les administrations locales, ceux qui vont mettre en place les choses, qui vont les réaliser avec les communautés. Donc, on a ici toutes les MRC de la région. En passant, comment je fais pour les identifier, ces partenaires-là? Je levais le téléphone quand je connaissais les personnes. Ou encore, je me suis proposé, je dis, est-ce que vous voulez-vous participer? Et tout le monde m'a dit oui. Donc, ça n'a pas été un travail très difficile. Il y a les acteurs du monde forestier, les producteurs de bois, les propriétaires des forêts ou ceux qui font l'aménagement et les coupes. Donc, l'industrie forestière, on a parlé des semences, on ne fait pas de l'aménagement si on n'a pas de plantes. Donc, il y a aussi des producteurs de plantes. Le groupe Forestre qui est à la Terrière, à Chicoutimi, c'est à 2 km de chez moi. Donc, dans ce cas, je n'ai pas levé le téléphone, je suis allé directement parler avec eux. Et puis, la pépinière forestière de Mastoyache, qui est un nouveau producteur. Et enfin, on a parlé que la forêt n'est pas seulement une zone de production de bois, c'est une zone de plaisir pour la randonnée, le tourisme. Bon, donc, il y a Ville-Saguenay, qui a tous les parcs dans lesquels il fait de l'aménagement, il fait des plantations, il y a tous les arbres plantés le long des routes, et les parcs de la rivière du Moulin et les regroupements des ZEC. Donc, on essaie de penser à la forêt dans une façon complète. J'ai presque terminé, il n'y a personne qui s'est endormi. Très bien. Je ne fais pas le travail toute seule parce que moi, je ne suis pas une experte de tout ce que je vous ai dit, mais vous voyez, il y a 9 chercheurs qui sont présents. On ne va pas les mentionner une par une, mais c'est de l'Université Laval et de l'UQAC. Et puis, il y a 13 collaborateurs. Ministère des Forêts, UCO, USDA des États-Unis, DRF et Ressources naturelles Canada. Question pour vous. Le USDA, ça va survivre au gouvernement? Ah oui, il va survivre parce qu'ils font quand même de l'aménagement forestier. Ceux qui vont être coupés sont ceux qui ont dans des mots clés qui ne sont pas acceptés maintenant. Changement climatique, biodiversité, parce qu'il y a les mots diversité dans les mots grands. Donc, ce sont des mots, c'est déjà la réalité. Ils m'ont dit, il y a des chercheurs qui sont encore là, par chance, qui m'ont dit, moi je dois soumettre un projet, mais il y a des mots qui sont interdits. Parce que sinon, les systèmes vont les couper directement. Les mots tabous. Oui, les mots tabous sont changement climatique, diversité. Donc, biodiversité, c'est coupé. Mais si vous travaillez sur une coupe forestière, c'est très bien. De toute façon, il faut quand même qu'il y ait des employés qui font quand même le travail là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait dans les projets? C'est de tester des nouvelles espèces. Je ne vous dirai pas toutes les espèces qui ont été testées dans tous les sites, mais je vous dis qu'est-ce qu'on a testé ici en région, parce que vous êtes les plus intéressés. Donc, les pins rouges, l'épinette rouge, la pruche du Canada et les 2 érables, érable à sucre et érable rouge. Dans ce cas,
les érables sont déjà ici. Mais par contre, on va tester aussi des analogues climatiques. Ça veut dire des populations qui viennent du sud qu'on a amenées ici. Donc, oui, OK, l'érable est déjà ici. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres érables qui viennent du sud qui pourraient s'adapter aussi bien? Pourquoi les érables plus du sud ou d'ailleurs? Parce qu'on pourrait avoir des populations qui sont plus performantes au niveau de la production, au niveau de certaines résistances, au niveau de la phénologie pour éviter les gelées printanières au d'automne. Donc, ça, ce sont d'autres tests qu'on va utiliser. Les types de coupes, vous le verrez, on a fait une coupe totale, on a enlevé tous les arbres, coupe à blanc, et puis on a fait une éclaircie. On s'attend que dans les éclaircies, les plantes vont être un petit peu plus protégées des extrêmes. Grosses vagues de chaleur à l'été, gros froid à l'hiver, gelé. Ça pourrait aider un petit peu à maintenir des conditions bonnes, favorables pour les premières années de développement. Par contre, des arbres en eau font de l'ombre, donc peut-être que les plantes pousseront un petit peu moins rapidement. L'effet du broutage, je vous en ai parlé. S'il y a des feuillus, pourraient être endommagés par la grosse faune. Et enfin, le contrôle de la végétation pour vérifier que la plante soit bien capable d'atteindre un niveau pour s'échapper à la compétition. Donc, quelques images pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait à Simon-Couche. Ça, c'est la route forestière. Il y avait une zone de coupe, donc on a dit on va prendre ce site-là. On a identifié des blocs, donc on a fait les dessins, puis on est rentré avec la machinerie. Ça, c'est à la fin de l'été passé, dans lequel on a fait la coupe totale ici, la coupe à blanc, et puis il y a des coupes partielles ici. Juste pour vous donner la dimension, ça c'est ma voiture. Donc là, il y avait quelqu'un qui a fait voler son drone, qui a pris l'image. Donc, ça, un bloc, c'est lui-là, avec coupe totale, coupe partielle. Oui, il y en a... Ouais, c'est tout. Puis, non, là, c'était il y a 2 ans. C'était à l'automne d'il y a 2 ans. Puis, l'année passée, on a complété les travaux. On a installé des exclos pour vérifier la présence de dommages par la grosse faune. Donc, on a une zone avec clôture et des zones sans clôture. Et on a planté les arbres. Le projet veut être une zone de réflexion. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de partenaires avec lesquels j'essaie d'être en contact. Et on a mis en place un site Internet. Donc, vous pouvez aller les voir. Il y a il y a les membres, il y a les chercheurs qui sont présents. On va donner des informations. Il va y avoir des infolettres qui vont être envoyées à chaque mois ou à chacun. J'aimerais avoir aussi une section sur les partenaires qui sont présents, donc pour dire c'est qui collabore au projet. Dernière diapositive. Moi, j'ai fait 5 ans de latin, donc je me permets de l'utiliser quelquefois pour voir que j'ai étudié. Donc, conditio sine qua non, en latin, ça veut dire les critères qui nous servent, sans lesquels on ne peut pas faire. Donc, les premiers, identifier et caractériser les écotypes. On n'a pas parlé seulement d'essences. Les essences, on les connaît, mais une espèce n'est pas pareille partout dans toute la zone de distribution. Donc, il faut comprendre quelles sont les caractéristiques de certaines populations parce qu'on peut profiter de cette biodiversité-là, qui est présente probablement dans la plupart des espèces. J'ai travaillé avec l'épinette noire, avec l'érable, et on le voit les différences entre les érables des sites différents. Diversifier les sources génétiques et la biodiversité entre les espèces et au-dedans des espèces. Encore, donc, on peut profiter des mélanges d'espèces pour augmenter la résilience des peuplements.
assurer la disponibilité des semences. Je vous ai parlé des producteurs de plantes, donc des pépinières. On a d'autres projets qui s'en viennent parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas les plantes à planter. Et je vous donne un exemple parce que l'année passée, on a mis en place une petite expérience à côté, pas loin d'Allemagne. Et puis, on avait les sites, donc on est allé voir pour choisir les espèces. Puis, tout autour, il y avait de l'épinette noire. Mais nous, on a dit, ben là, on va faire des choses plus belles, non? Donc, j'avais pensé à utiliser, selon les sites, à utiliser du mélèze, qui peut aussi produire un bon bois rapidement. C'est une espèce très tolérante, très résistante, donc ça allait vraiment très bien. J'ai parlé avec le ministère, ils m'ont dit, on n'en a pas. Qu'est-ce que vous avez? De l'épinette noire. Donc, on ne pourra pas faire de la transition si on n'a pas les sources. Donc, il faut travailler aussi à ce niveau-là, être certain qu'il y a les arbres, qu'il y a les espèces pour la plantation. Un mot, c'est agir. Il ne faut pas attendre, il faut essayer, en sachant qu'on pourrait se tromper. Oui, peut-être. Il faut s'imaginer des choses, imaginer la forêt de demain. C'est le rôle des aménagistes de penser à quelque chose, de le mettre en place, de convaincre que c'est la bonne façon. Mais par contre, on ne peut pas le faire sans avoir l'appui de la communauté. Donc, là, j'ai terminé. Il va y avoir une période de questions peut-être, mais moi, j'aimerais aussi écouter de vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes prêts, parce que peut-être qu'il y a des communautés qui disent, moi, je suis habitué à voir des conifères autour de chez moi, dans mon chalet, je vais encore voir des conifères. Moi, je l'accepte très bien parce que moi, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Donc, si vous voulez avoir les mêmes espèces, ça fait mon affaire. Jusqu'à maintenant, je dois dire que j'ai toujours vu une ouverture envers la transition, mais comme je dis, c'est à vous de décider parce que ce sont vos forêts. C'est à vous de décider quoi faire avec, puis c'est les gestionnaires qui doivent vous écouter et appliquer selon vos besoins ou vos préférences. Et je vous laisse avec la liste des partenaires qui sont présents. Comme vous voyez, ce sont beaucoup. Il y en a qui ont financé les projets. C'est un gros projet, ça prenait de l'argent. Par chance, on a été écoutés. Et puis, il y a tous les partenaires qui nous aident dans la réflexion.